Il y a quelques années, on m'a demandé de répondre à une citation de Simone de Beauvoir. Ah, Simone. Je rétorquerai à Simone que pour que les droits soient remis en question, il suffit de bien moins qu'une crise. Les droits sont constamment menacés et remis en question. Et je crois que personne n'est en mesure de citer un seul pays dans le monde où les droits des femmes, ou les droits des enfants, ou même les droits des hommes, ne soient pas constamment menacés. Je pense que c'est au contraire en temps de normalité, lorsque la routine s'installe, lorsque le peuple s'habitue à son petit confort, bien installé, bien attaché à ses privilèges, petits ou grands. Parce que c'est là que nous perdons nos degrés de vigilance. En temps de crise, il est très aisé de remarquer qu'il y a une atteinte à notre liberté ou une atteinte à notre intégrité. En temps de normalité, la routine implacable du quotidien s'installe, s'impose, et nous perdons nos degrés d'humanité si nous ne sommes pas vigilants. Quand l'indifférence est de mise, lorsque équilibre et statu quo sont confondus, quand règne l'ordre. Alors, en ce temps de routine bien rodée, on peut faire croire à ce peuple que la menace vient d'ailleurs, vient de l'autre, avec un A majuscule, qu'ailleurs, quelqu'un d'autre rognera notre part du gâteau, simplement par le seul fait d'exister et d'avoir été désigné, sinon coupable, du moins cause de nos malheurs réels et de nos malheurs fantasmés. Ainsi, nous arrivons à craindre l'autre et à le prendre en haine. Alors non, je ne pense pas que la menace qui pèse sur nos droits nous soit étrangère ou extérieure ou issue de circonstances exceptionnelles. Cette menace, elle est dans nos racines. Elle est dans le récit même de nos mémoires. Elle commence par les fantasmes qui ont formaté les récits fondateurs de nos civilisations. Au croisement des chemins entre les forces d'influence de l'histoire et de la fiction. Elle commence avec le péché originel. Que nous disent les exégèses depuis des siècles? Qu'avons-nous appris? Que la responsabilité de la faute est imputable à Ève, mère de toutes les femmes, et donc Adam n'avait donc aucun contrôle de ses actes. Adam était un irresponsable, innocent qui s'est laissé corrompre. À cause d'Ève, nous aurions perdu le paradis. Et descendante d'Ève, les femmes seraient donc de façon inhérente enclines à être perfides, corruptrices, manipulatrices, ou au contraire, excessivement naïves et influençables. En somme, soit nocives, soit soumises et réduites à leur fonction génitrice. À force que l'on nous dise que l'on est une chose, ne finit-on pas par le devenir? Eh bien oui, Simone. Si on n'est pas vigilante, oui, ça arrive. La crise, malgré tous les ravages et la désolation qu'elle laisse sur son passage, est motrice de changement. Elle est, par définition, temporaire. En situation de crise, les humains trouvent en eux des ressources extraordinaires auxquelles ils n'ont pas accès en temps de normalité. Les crises génèrent d'exceptionnels élans de motivation. Et j'en sais quelque chose. Alors il reste à savoir si cet élan sera mis au service du meilleur ou du pire. Reste à savoir si on choisit, si on décide d'être cynique ou de faire preuve d'un optimisme éclairé. L'histoire montre que sans crise, il n'y a pas ou peu de changements, de grandes avancées et encore moins de prise de conscience. La crise tout entière, avec le changement qu'elle entraîne, et son lot de destruction. Au XXIe siècle, si l'on peut s'étonner de l'écart, du gouffre
entre nos moyens technologiques, nos moyens techniques et la sagesse de nos morales, on peut quand même se dire par moments que nous avons parcouru beaucoup de chemin. Je demande à chaque femme qui m'écoute de prendre un instant et de réfléchir à la condition qui aurait pu être la sienne quelques 200 ans en arrière. Je trouve cette considération vertigineuse. Alors nous y arrivons. Si les droits des femmes ne sont pas respectés partout et tout le temps, les injures qui leur sont faites commencent à être dénoncées, observées, comptées, écrites. Le viol, par exemple, a été reconnu par l'Organisation des Nations Unies en 2008, par la résolution 1820, comme crime et même comme arme de guerre. La mutilation génitale a sa journée de tolérance zéro instaurée par l'UNICEF le 6 février chaque année. Le mariage forcé par une résolution de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en 2014 est aboli et combattu partout dans le monde. Et en matière de violence conjugale, peut-être cesserons-nous bientôt de parler dans notre langage courant de crimes passionnels. Alors, définir tous ces chefs d'accusation, ce n'est qu'un petit rouage dans une très grande mécanique qu'il nous faut tous continuer de construire, et pourtant c'est un processus d'envergure. Les juristes qui m'écoutent sont sans doute mieux placés que moi pour savoir que qualifier et caractériser ces actes en termes juridiques à échelle internationale, c'est une tâche complexe qui prend du temps, c'est un travail de fond et de longue haleine, et merci à tous ceux qui y consacrent leur force. Je conclurai par une citation de Rosa Luxembourg qui nous disait, du fond de sa geôle, « Fais en sorte de rester un être humain. C'est ça en somme l'essentiel, être humain. Et ça veut dire être solide, clair et calme, envers et contre tout, car gémir est l'affaire des faibles. Être humain, c'est s'il le faut, remettre toute sa vie entière sur la grande balance du destin, tout en se réjouissant de chaque belle journée et de chaque beau nuage. »